Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler en public avec une auteure sur le sujet. Je vous présente Rebecca Svetch. Salut Rebecca. Coucou. Salut Jérôme, salut tout le monde. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, tu es coach et l'auteur de ce livre 10 étapes pour prendre la parole en public. Un livre hyper... En fait, c'est plus qu'un livre en fait. C'est une sorte de formation écrite, étape par étape, où on doit faire des choses avec des questions. Et je trouvais ça hyper pertinent et je trouvais ça assez vraiment réussi parce que le fait de faire de la prise de parole publique à l'écrit, c'est quand même un sacré défi. Et du coup, je trouvais vraiment cela très intéressant. Et avant justement de parler de ce sujet, de ton ouvrage, est-ce que tu peux te présenter un peu plus pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Avec grand plaisir. Merci à toi pour ton invitation et pour cette présentation de ce livre. Eh bien, je suis donc Rebecca Svetch, j'ai 29 ans et depuis que je suis toute petite, c'est hyper important pour moi d'être heureuse et de réussir ma vie et notamment que mon travail puisse m'aider à réussir ma vie. Le problème, c'est que je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie et comme choix professionnel et du coup, je me suis sentie vraiment mal à l'aise par rapport à ça. Je l'ai vraiment vécu comme un handicap. Je savais pas forcément quel chemin prendre puisque je savais pas où j'allais et ça m'a vraiment pesé. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'à défaut d'avoir une voie toute tracée, je pouvais créer la mienne sur mesure et aider d'autres à créer la leur, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je me suis découvert progressivement plein de passions, le développement des autres, l'entrepreneuriat social, le développement personnel et professionnel, et puis plus récemment, l'empowerment féminin. Et du coup, aujourd'hui, j'utilise tous ces domaines qui me passionnent pour pouvoir partager tous mes apprentissages. Je l'ai fait notamment dans mon parcours. J'ai aussi été cofondatrice de plusieurs initiatives qui m'ont vachement inspirée, qui sont le Noise et Coexister Paris. Et ensuite, j'ai accompagné les premiers pas d'entrepreneurs de changement dans des structures, une start-up sociale qui s'appelle Ticket for Change, et puis une école de commerce qui s'appelle ESCP Europe. Et ensuite, j'ai senti la flamme de l'entrepreneuriat qui venait retoquer à ma porte. Voilà, c'est cool d'accompagner des entrepreneurs et des entrepreneuses, mais moi aussi, en fait, j'ai envie de le faire de façon indépendante. Et j'ai un peu flippé. En fait, j'y arrivais pas trop par moi-même. Et dans mon tref salarié, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai décidé de faire appel à un coach pour m'aider à dépasser le burn-out, le harcèlement que je subissais dans mon travail et rééquilibrer ma vie pour pouvoir construire ma prochaine étape entrepreneuriale. Et depuis, voilà, je suis devenue entrepreneuse et puis j'ai réussi, malgré des difficultés et des doutes, à vivre de mes activités. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aider des entrepreneuses et actrices de changement qui sont en quête de sens, qui sont en quête de confiance et de liberté. Et je les aide à construire une carrière qui soit à la fois épanouissante, utile aux autres et rémunératrice. Et je le fais à la fois en accompagnement individuel et en accompagnement collectif pour des particuliers et des entreprises. Et ça me stimule énormément de fréquenter ces personnes et de les aider à se développer. Et au-delà de ces accompagnements, j'aime bien partager mon vécu, mes apprentissages et mes inspirations. Et donc, je suis aussi conférencière et autrice, notamment de ce livre, et que de ce livre d'ailleurs. En termes de livre, c'est mon seul et unique que j'ai coécrit avec... Peut-être. Pour le moment, peut-être. Donc, 10 étapes pour prendre la parole en public que je coécris avec Laurent Trèves aux éditions Studirama et qui m'a apporté beaucoup de clarté sur pourquoi c'est si important de prendre la parole en public, c'est quoi tous les enjeux de développement personnel et d'entrepreneuriat qui se cachent derrière la prise de parole, pourquoi est-ce que c'est la première peur au monde avant la mort. C'est quand même incroyable et donc derrière, il se passe plein de choses très, très, très intéressantes pour mieux se connaître, se faire confiance et puis rayonner tout ce qu'on a envie de rayonner autour de soi pour faire avancer notre vie et puis faire avancer la société. Donc voilà, ça a été l'occasion pour moi, ce livre, de découvrir plein de choses sur moi et plein de choses sur les vertus de la prise de parole. Et justement, la prise de parole publique, c'est vrai que c'est un sujet hyper important. Mais finalement, quand on entend ça, souvent, on voit parler en public, c'est faire des conférences et que du coup, c'est pas pour tout le monde. Or, en lisant ce livre, on se rend compte que si, en fait, tout le monde parle en public, alors c'est quoi, en fait,
Parler en public, est-ce que c'est juste parler devant un public ou est-ce que c'est autre chose? C'est quoi ta vision du sujet? Pour moi, la prise de parole en public, elle commence à deux personnes, en fait, soi et quelqu'un. Et puis même parfois, sans parler, on communique déjà, en fait, par l'énergie qu'on diffuse, par l'apparence qu'on a, par les mimiques, par le langage non verbal, paraverbal. Voilà, on communique déjà, en fait. L'être humain n'est que communication, qu'on le veuille ou non. Et donc, à partir du moment où on est deux, il y a communication. Maintenant, l'intention, c'est comment est-ce que je peux être en maîtrise de l'image que j'ai envie de renvoyer, de la communication que j'ai envie d'avoir et des messages que j'ai envie de transmettre. Et pour moi, tout l'enjeu de la prise de parole en public, en fait, et de la prise de parole, en fait, c'est de s'affirmer, c'est de savoir ce qui est important pour soi et d'être en capacité de défendre ses intérêts, de défendre ses causes, et puis de défendre ses avis, ses opinions. Et donc ça passe aussi bien dans une grande conférence ou dans une petite conférence que dans une réunion, que dans un échange que dans un discours à un mariage, que en train de parler avec quelqu'un, que dans un dialogue avec son amoureux, etc. Donc pour moi, aujourd'hui, tout le monde a besoin de savoir s'exprimer. Autrement, ça peut nous pourrir la vie, très concrètement, et en fait, subir les choses, subir ce que les autres veulent, alors que, en fait, pour moi, c'est vraiment un outil d'empowerment. La prise de parole, c'est vraiment un outil, en fait, d'affirmation de soi, de souveraineté. Pour pouvoir se défendre ses causes, et puis faire passer ses points de vue sur le monde. Et en même temps, sans tout le monde, en fait, c'est un passage obligatoire, si je comprends bien, parce qu'on est tout le temps en train de communiquer, ne serait-ce en one-to-one. En même temps, ça fait super peur. Tu parlais de cette glossophobie, la peur de parler en public, qui est la peur numéro 1 niveau international. Et ce qui est intéressant dans ton ouvrage, c'est que tu parles pas uniquement de comment dépasser cette peur, c'est de comment utiliser ces peurs-là pour mieux se connaître. Et je trouve ça super intéressant de voir la peur comme une opportunité pour mieux se connaître. Alors comment ça marche en fait? Comment on peut vraiment voir la peur comme un levier plutôt que comme un frein? Ouais, c'est intéressant justement parce que c'est réussir à concilier en fait ce domaine de la prise de parole avec le domaine du développement personnel. Effectivement, en fait, les peurs nous font peur et c'est bien normal et elles font d'autant plus peur qu'on ne les connaît pas et qu'on ne sait pas ce qu'elles viennent nous enseigner. Donc en fait, la peur, c'est un message du cerveau, c'est un message de l'inconscient. Donc c'est un message qui vise à nous aider à survivre, qui est là pour nous aider à bien vivre. Comme toutes les émotions, la peur, elle vient nous apporter un message qu'il est important d'entendre. Et ce message, il peut être de deux ordres. Soit en fait, attention, danger, pose une action pour pouvoir te protéger. Soit attention, tu n'es pas assez préparé pour une épreuve à venir. Et donc dans les deux cas, c'est super intéressant d'aller regarder, ok, très bien, du coup, quel est le danger là qui me fait flipper et qu'est-ce que je fais pour pouvoir m'en protéger? Et donc ça invite à se questionner sur comment est-ce que maintenant je peux être en acteur de la suite pour mettre cette peur de côté, enfin même pas la mettre de côté, mais en fait l'accepter et puis la dépasser. C'était Mandela qui disait la peur, c'est pas un problème en fait, c'est une source de courage. Alors il l'avait mieux formulé que moi, mais en tout cas c'est intéressant, c'est le fait de surpasser, dépasser ces peurs qui nous rend courageux. Et tout humain a le droit d'avoir des peurs et en a en fait, c'est comme ça qu'on est constitué. Et donc ce qui est intéressant avec les peurs, c'est d'apprendre de plus en plus à les écouter, à les accepter, à savoir de quoi il s'agit, de quel danger s'agit-il, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour mieux me préparer, pour me protéger, pour me sécuriser, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe à la place, et du coup, qu'est-ce que je fais en termes d'action pour pouvoir aller dans cette situation idéale plutôt que dans la situation vraiment du scénario catastrophe qu'on pourrait imaginer, sachant qu'en plus, il y a seulement 8% de nos peurs qui sont vraiment fondées. Donc on peut aussi chill un petit peu, parce que la plupart du temps, c'est notre tête, et donc se demander, ok, concrètement, j'ai peur de ça et c'est complètement ok. Dans la pratique, quel est le pourcentage de chances que ça se passe pour de vrai? 1%, 100%, et donc ça permet aussi de
lâcher prise sur les peurs qui sont finalement assez irrationnelles et qui ont peu de chances de se passer, et puis se focaliser sur les vraies peurs de mais si je sais pas quoi dire, et si on me pose une question à laquelle je sais pas répondre, ok, bah, si je sais pas quoi dire, bah, je vais être au clair sur c'est quoi le message que j'ai envie qu'on retienne, et puis ça va être quoi mes 3 axes pour pouvoir défendre mon idée principale, pour qu'ils retiennent ce que j'ai envie qu'on retienne à la fin. Et si je ne sais pas répondre à la question, eh bien, je pourrais leur dire, écoutez, c'est une question qui me paraît hyper intéressante, donc je vais me renseigner, je reviendrai vers vous. Et that's fine. Et de se faire confiance aussi pour pouvoir formuler un début de réponse qui soit peut-être imparfait, mais qui permette de lancer la réflexion. Et peut-être que ça répondra suffisamment d'ailleurs à la question de notre interlocuteur. Ça fait penser à une autre citation, ce que tu dis, je crois que c'est Dalai Lama, je ne suis pas sûr qu'il a dit, c'est s'il y a un problème et qu'il n'y a pas de solution, pourquoi s'inquiéter? Et s'il y a un problème et qu'il y a une solution, à quoi ça sert de s'inquiéter? Et en fait, ça ressemble un petit peu, enfin, ça fait penser à ça, ce que tu viens de dire, à savoir, eh bien, j'ai une peur, est-ce que c'est une peur sur laquelle, eh bien, je peux anticiper les fameux 8%? Bah oui, du coup, tu as parlé à plusieurs reprises de préparation, et moi, justement, poser une question là-dessus après. Bah, grâce à la préparation, je pourrais peut-être travailler sur ces 8% qui pourraient arriver. Et après, 92% qui sont très invraisemblables. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de se prendre la tête pour ça, du coup, si je comprends bien. Ouais, j'aime beaucoup ta citation parce que tu vois, rien que de l'entendre, ça fait... rien que de l'entendre, je me dis, bah ouais. Donc, je me la répéterai de temps en temps. Ouais, c'est vrai que finalement, après, on peut se faire des petits mantras comme ça. Moi, c'est quelque chose qui m'aide, par exemple, je rappellerai toujours c'était une des conférences qui m'a plus stressé. C'était devant, je crois il y a 1100 personnes, c'est pour la Neurobusiness School Live. Oui, il y avait plus de 1000 personnes, je crois. Et en plus, c'était improvisé. C'est-à-dire qu'on m'a dit, c'était Yannick Alain qui m'a dit, voilà, allez, tu passes 5 minutes sur ça. Je fais, oh, ok. Et c'est vrai que du coup, peur, parce que je me suis dit, je suis pas prêt, j'y arriverai pas, il y a 1000 personnes, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de personnes qui vont me juger, etc. Et du coup, peur égale stress, stress égale je transpire, du coup, je transpire, je stresse encore plus, du coup, je transpire plus. Cercle vicieux. Et du coup, la question parce que derrière, il y a une question en fait. C'est vrai que moi, après, j'ai réussi à mettre en place des parades pour désamorcer un peu le cercle vicieux qui fait que je stresse de plus en plus. Comme par exemple respirer, faire une mind map, etc. Et toi, justement, parce que là, en fait, tu as parlé beaucoup de travail en amont. Voilà, de comment se préparer, etc. Mais une fois qu'on est dedans, en fait, est-ce que toi, tu as des petits trucs comme ça qui permettent de désamorcer tout de suite la peur avant de tomber dedans? C'est-à-dire le jour J? Là, par exemple, ouais, si tu prends la parole, tu sens que tu as ta pression qui monte, comment tu refais descendre tout pour pouvoir parler sereinement? Respirer, je pense que c'est la première chose. On a tendance a priori, si tu nous regardes, c'est que tu sais respirer. Donc, on a tendance à se dire que c'est rien et à le mettre de côté, alors qu'en fait, c'est la principale chose à retenir pour se préparer, c'est déjà de bien respirer, parce que quand on est stressé, en fait, on a tendance à bloquer la respiration. Moi, c'était par exemple le cas juste avant de commencer, j'étais en mode « Ah ouais, mais je sens que là, mon ventre, il est... » Alors, j'ai bien respiré, c'est vraiment c'est pas respirer comme au quotidien, c'est vraiment prendre de profondes inspirations, profondes expirations, hop, sur 5 temps. Hop, sur 5 temps. Et déjà, vraiment de faire ça, moi, souvent, avant de grandes prises de parole, de grandes scènes, je prends 5 minutes pour méditer, juste avant, avec n'importe quelle appli. Moi, j'utilise beaucoup Seven Mind, mais il y a aussi Petit Bambou, il y en a beaucoup qui sont vraiment chouettes, il y en a sur YouTube, etc. Mais vraiment de faire une méditation, c'est non seulement pour une question de respiration, mais aussi pour une question de recentrage, et justement pour refaire descendre le stress. Ce qui aide aussi à faire descendre le stress, c'est de regagner confiance en soi. Et donc, il y a plein de tips comme ça pour pouvoir se rappeler. J'ai envie de parler d'un tips physique déjà. Il y avait la question de la posture, tu sais, où tu te mets comme ça, en mode Superman, Superwoman.
Et donc cette posture-là, en fait, le corps joue beaucoup sur la perception de soi et sur la... Rien que là, je me sens super powerful, quoi. Je vais faire tout le reste de l'échange comme ça, je sais pas. Et donc vraiment d'assumer des postures en fait de puissance, de confiance, ça joue énormément plutôt que d'être vraiment complètement voûté, la tête baissée, etc. Ça influence énormément la perception qu'on a de soi et des autres. Et puis moi, ce qui m'aide énormément, en fait, c'est de me rappeler en fait toutes mes forces. Alors, si on est sur le moment, en tout cas, 3 grandes forces sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer, et puis des réussites. Mais j'ai déjà pris la parole devant 1200 personnes, j'ai déjà fait un TEDx qui a touché presque 400 000 personnes. Moi, je suis alignée dans mes prises de parole, je sais ce que j'ai envie de dire, et si ça ne plaît pas, c'est OK, moi, c'est ce que je veux dire, et ça parlera à certaines... Voilà, de me rappeler un petit peu quelles sont mes forces, parce que ça va me rassurer, et quelles sont les réussites sur lesquelles je peux m'appuyer. Il y a aussi ce qu'on appelle un ancrage en PNL, en programmation neurolinguistique, qui est justement de se rappeler d'un bon moment, un petit peu comme Peter Pan quand il nous enseigne à voler, il nous parle d'un happy thoughts, happy memories. Donc vraiment de se rappeler d'un moment où on est détendu, un moment où on était aimé, soutenu, vraiment à sa place, etc. Et de se le rappeler, de se le visualiser et d'y associer soit une image qu'on peut tout de suite reconnecter, soit même un geste comme ça ou un geste comme ça. Et comme ça, dès qu'on ferme les yeux ou dès qu'on a besoin de se rappeler de ce sentiment interne de paix, de sérénité, de confiance, hop, on est tout de suite reconnecté à cette pensée positive. Credit pour Peter Pan. Yes. Yes, ouais, ça me parle beaucoup et c'est vrai que finalement, le corps aide énormément par rapport à la prise de parole, comme tu disais, hein, la prise de parole, c'est pas juste parler, c'est le corps aussi. Et en même temps, tu as parlé beaucoup donc, de préparation. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus tous reposer sur de toute façon, je fais ma respiration, allez, 5 minutes de Wonder Woman et j'y vais en freestyle. Non, j'imagine que voilà, toi, tu parlais de préparation. Donc, comment toi, tu prépares une prise de parole pour vraiment te sentir en confiance le jour J? Ouais. Alors, déjà, je ne prépare pas de la même façon aujourd'hui qu'il y a 3 ans, 10 ans. Ça dépend de l'étape où j'en suis aussi dans ma prise de parole. Et ça dépend aussi des types de prise de parole. En tout cas, ce que je trouve vraiment super important, c'est d'être super au clair sur c'est quoi le message que je veux faire passer. C'est quoi l'information clé que j'ai envie dont j'ai envie qu'on se souvienne à la fin de mon intervention. Ça, je trouve ça très très important. Ça rejoint cette idée vraiment des TED Talks qui sont autour de one idea, une seule idée. Et quand on m'a demandé de faire ça pour mon TEDx, moi j'étais en mode une seule idée. Ça demande de faire des choix et j'ai envie de dire tellement de choses, mais en fait ça permet en fait de clarifier son fil directeur pour l'ensemble de son intervention et donc d'avoir l'esprit clair et à chaque fois de pouvoir se raccrocher en fait à ah oui c'est ça que j'ai envie de dire, hop j'y reviens. Avec ce fil directeur, c'est important de savoir ça va être quoi mes différentes étapes, donc potentiellement les trois arguments qui viennent défendre cette idée-là. Ça peut être important de les avoir en tête. Et puis concrètement, au-delà d'avoir ça de préparer, se laisser effectivement une marge de manœuvre pour que ça se fasse le moins récité possible. Moi, ça m'est déjà arrivé honnêtement d'apprendre par cœur des conférences et ça m'allait très bien. C'est pas forcément recommandé, mais bon, encore une fois, ça dépend des gens. Moi, ça m'allait bien et ça me permettait aussi d'improviser, de faire des blagues, de chanter. Ça m'est arrivé de faire une conférence avec Nicolas Hulot. J'étais un peu intimidée et puis je me suis mise à chanter sur scène, à faire des blagues et je l'entendais à côté dire mais elle est rigolote celle-là et ça m'a donné encore plus d'énergie pour sortir du cadre, etc. Mais le fait d'avoir des idées claires sur ce que je voulais dire, ça m'a guidée. Donc c'est trouver chacun son équilibre entre qu'est-ce que je prépare, qu'est-ce que j'improvise. Moi, en ce moment, j'ai tendance à vouloir beaucoup plus improviser. Et je sais que je le peux parce que aussi j'ai travaillé aussi beaucoup avant, ce qui m'a permis en fait de travailler ma capacité d'improviser dans mes prises de parole. Mais c'était beaucoup moins le cas avant, donc c'est chacun trouver son juste équilibre. Et une technique, moi, que je trouve vraiment formidable dans la préparation de ces prises de parole, tu connais peut-être Jérôme, c'est la visualisation. C'est une technique qui est utilisée par de nombreuses personnes, de nombreux, décidément, grands sportifs comme Mohamed Ali l'utilisaient. Et c'est l'idée vraiment d'imaginer la situation comme on aimerait qu'elle se passe,
en étant soi-même dans son corps et en se focalisant vraiment sur nos sens, c'est-à-dire comment je me sens en termes émotionnels. Est-ce que je suis détendue? Est-ce que je suis énergique? Est-ce que je suis dans une énergie d'enthousiasme? Est-ce que je suis plutôt sereine, etc. De savoir qu'est-ce que je fais en étant très focalisé sur soi pour avoir une marge de manœuvre. Comment est-ce que j'agis? Comment est-ce que je réagis en fonction des situations? Et en fait, de vraiment pouvoir avoir cette idée-là de comment j'ai envie que ça se passe de façon idéale. Parce que notre cerveau, il ne nous apporte pas ce dont on a envie, il nous apporte ce qu'on lui décrit avec précision. Et donc, plus tu vas pouvoir décrire à ton cerveau ce que tu veux, plus le jour J, tu vas pouvoir, et de un, le faire, l'attirer, et puis le reconnaître une fois que c'est là. Donc, cette idée, en fait, de programmer son cerveau à la réussite, parce que, en fait, notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation imaginée de toute pièce. Donc, si tu commences par lui expliquer ce que tu veux, ça va le programmer pour que ce soit beaucoup plus facile une fois que tu y es, parce que tu auras l'impression de l'avoir déjà vécu. Donc moi, je recommande à fond la visualisation. Je le fais dans les moments où je sens que j'en ai vraiment besoin. Et d'ailleurs, même en ce moment, je le fais même sur mes journées. C'est-à-dire que la veille au soir, sur mon oreiller, je prends 1 minute pour imaginer comment j'ai envie que ma journée du lendemain se passe. Et donc, de me dire, je me réveille, je suis hyper motivée, je me réveille facilement, et ensuite, voilà comment ça se passe. J'ai l'échange avec Jérôme, trop bien, ça va être super, parce qu'il va se passer ça, et j'ai envie de me sentir détendue, enthousiaste, etc. Et donc, c'est quelque chose qui se passe dans plein d'aspects de notre vie. Ça peut être utilisé au quotidien, ou pour des événements un peu plus exceptionnels, qui nécessitent un petit peu plus d'anticipation, parce que plus on va pouvoir préparer, et plus on va pouvoir désamorcer le stress en amont, en fait. Mais ça part totalement tout ce que tu me dis, parce que justement dans mes formations en cours de sport public, je fais souvent ce parallèle aussi avec le sport, que ce soit les sports physiques ou les sports du cerveau. Je fais les deux, hein, et en fait, ça a les mêmes fonctionnements. Moi, ce que je propose, c'est justement d'abord l'échauffement. S'échauffement, entrer dans son corps, échauffer sa voix aussi. Parce que c'est vrai que quand on arrive et comme ça, on entend que la personne vient de se réveiller. Grave. D'ailleurs, un verre d'eau, c'est pas mal aussi. Exact. Et donc voilà, l'échauffement. Et ensuite, moi je travaille beaucoup avec le mind mapping, du coup, parce que ça permet d'avoir la structure, mais laisser la place, comme tu dis en fait, d'avoir la place pour l'improvisation. Et après la visualisation, et pas juste, parce que c'est vrai que souvent quand on entend la visualisation, on entend souvent visualiser ce que l'on veut obtenir, mais c'est comme si c'est une photo. Voilà, je veux obtenir 10 personnes, enfin un tonnerre d'applaudissements et un standing ovation. Et en fait, je me rends compte que c'est dommage, parce que du coup on loupe tout le côté processus dont le cerveau a besoin, que tu as décrit en fait. C'est ok, j'arrive sur scène, je me sens comme ça, je réagis comme ça. Et finalement, il y a à la fois peut-être le résultat, mais aussi les actions qu'on va mettre en place dans le processus, enfin dans la visualisation, du coup, si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait. Tu soulignes un point qui est hyper important, c'est-à-dire que c'est pas juste ok, je fais un souhait et puis Inch'Allah. Voilà. C'est un peu, voilà, je me pose la question en conscience de qu'est-ce que je veux vivre. Et ensuite, évidemment, cette question de la visualisation et donc du pouvoir d'attraction, elle ne suffit pas en elle seule. L'intention, c'est de se dire, ok, je sais ce que je veux avec précision, donc je sais comment y arriver. Et donc, quand je visualise que je suis en train de faire ma présentation, en fait, je me rends compte que j'ai besoin d'un support de présentation derrière moi. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de le préparer. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de savoir techniquement quels sont les paramètres. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de demander quels sont les paramètres de faire cette présentation, peut-être de coordonner avec mon graphiste, etc., etc. Donc, c'est des choses à la fois psychologiques pour se rendre compte que je peux être sereine, je peux être confiante, je sais ce que je vais dire, comment je vais le dire, et je vois un peu quelle réaction j'aimerais percevoir dans le public, et donc je vais pouvoir aller les chercher, les sourires ou les réponses, ou j'ai envie qu'il y ait de l'interaction, ok, donc je vais poser des questions, etc. Et c'est aussi concrètement qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire en amont pour que ça ce soit possible. Et donc effectivement, de concilier ce pouvoir d'attraction avec le pouvoir de l'action. On est d'accord. On est d'accord, exact. Et super. Donc là, on a en fait à partager plein de pépites que les personnes peuvent tester. Déjà, le fait de se visualiser, le fait également de méditer, ou en tout cas de faire de la respiration maîtrisée en 5 temps pour faire baisser le stress, de se rappeler de ses forces,
quand on sent qu'on commence à partir en bad trip, entre guillemets, dans sa tête, de faire des postures de force comme Wonder Woman pour voilà, se sentir super Je bien. te jure, ça marche. Testez, hein. Là, vous êtes derrière votre écran, testez. Mais grave, bonne idée. Donc voilà, déjà pas mal d'astuces comme ça. Et en même temps, il y a quand même des pièges aussi que l'on peut éviter. Et j'imagine, parce que c'est vrai que tu parles de plein de prises de parole réussies, mais je me dis qu'il y a eu peut-être des erreurs de parcours. En tout cas, moi, il y a plein de trucs sur lesquels je suis planté, du coup, j'ai appris de certaines erreurs. Est-ce que toi, il y a des erreurs comme ça sur lesquelles que tu as pu transformer en leçons que tu pourrais nous partager? Tellement, t'imagines même pas. Parfois, moi, je suis en train de me balancer comme ça devant la caméra ou de dos. Mais bon, c'est pas très grave. Ou de faire des lapsus, ou de faire des blablabla. Et paradoxalement, alors juste pour rassurer par rapport à ça, moi, les moments où je me suis le plus plantée, comme je vous disais, par exemple, dès la première minute ou deuxième minute de mon TEDx, je bloque. Je fais blablabla. Et en fait, ça m'a complètement déstabilisée, mais en même temps, ça m'a complètement soulagée. Parce que je me suis dit, ça y est, je me suis plantée, donc maintenant, vas-y. Et en fait, j'ai décroché et j'ai fait un petit mouvement de sourcil comme ça. Et tout le monde a rigolé. Et j'ai eu plein de retours de gens qui m'ont dit derrière, mais c'est mon moment préféré de ta conférence. Parce que voilà, tu acceptes de pouvoir parler avec voilà, tes imperfections. Et moi, ça me donne envie d'y aller. Je me dis que je suis capable. Et je me suis dit, c'est exactement pour ça que je prends la parole, quoi. Et donc, tant mieux si je me suis plantée et tant mieux si ça donne cette réaction parce que du coup, c'est dans nos imperfections qu'on se reconnaît en humanité et qu'on se sent lié avec la personne qu'on est en train d'écouter. Donc, très important d'avoir conscience des erreurs pour pouvoir les éviter. Et puis, si on met les pieds dedans, allons-y, quoi. Allons-y avec authenticité et ça fera pas de mal et ça nous permettrait d'apprendre. Donc c'est chouette. Les choses qu'on pourrait anticiper et éviter, en tout cas, moi, les choses avec lesquelles moi j'ai du mal quand j'écoute des gens. Voilà, je vais parler en mon nom, après chacun son style. Moi, ça m'embête quand il y a trop de propos techniques. Donc, en fait, c'est important de vraiment penser à qui je vais m'adresser, dans quel contexte, et d'adapter son propos à son contexte. Parce que si on ne raconte pas la même histoire à un enfant de 5 ans, à un ingénieur de 25 ans ou à une mamie qui a été, je sais pas, astronaute, j'en sais rien. C'est pas du tout la même histoire, le même axe, etc. Donc, adapter son propos, ne pas adapter son propos, en tout cas, serait une erreur selon moi. Et donc, c'est important d'adapter, notamment pour les entrepreneurs et les entrepreneuses qui nous regardent, d'adapter votre pitch entrepreneurial, d'adapter la façon dont vous présentez votre parcours et votre projet en fonction de la personne qui est en face de vous. Et d'ailleurs, moi, une bonne pratique que j'utilise parfois, c'est d'abord de poser la question de la personne qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut. Comme ça, je peux ensuite me présenter et présenter mon projet en fonction de l'angle qui lui parlera le plus. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. L'autre chose, c'est de vouloir tout dire parfaitement, parce que ça fout la pression et de toute manière, les gens ne vont pas tout retenir. Donc c'est pour ça que c'est important, et je le répète, de retenir un message clé qu'on a envie de retenir à la fin de l'échange pour pouvoir y revenir. Et si j'ai pas dit ça et ça et ça, c'est pas grave en fait. Et c'est une bonne chose que de pouvoir répéter. Son message clé, c'est cool de le répéter. Son message clé, c'est chouette de le répéter. Son message clé, c'est chouette de le répéter. Et d'ailleurs, il paraît que quand on répète 3 fois la même chose, ça rentre bien. Et d'ailleurs, il paraît que quand on répète 3 fois la même chose, ça rentre bien. Bon, allez, vous avez compris. Mais voilà l'idée. Et puis, moi, ce qui est important pour moi, c'est l'authenticité aussi. En fait, si on est en train de parler de quelque chose dont on n'est pas convaincu, pour moi, ça va vraiment bloquer. Parce qu'on va diffuser une certaine énergie. Si on n'est pas convaincu, on ne peut pas être convaincant. C'est assez important à comprendre. Donc, une chose à éviter, c'est de dire des choses desquelles on n'est pas convaincu, mais de pouvoir vraiment être au clair sur qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire et de le porter, mais
vraiment avec aplomb, en fait. Et si les autres ne pensent pas la même chose, c'est complètement OK et ça ne remet pas en question vos propos, en fait. Ça va parler à certains, ça ne va pas parler à d'autres. Et donc de prendre de la distance pardon, par rapport au regard des autres et d'accepter que vous ne plairez pas à tout le monde. C'est important. Moi, ça m'est arrivé à une conférence qui m'a énormément stressée sur les clés de la réussite. Donc déjà, c'était bien la pression de ah ouais, moi j'ai réussi et donc je dois vous dire comment réussir votre vie. Ok. Donc c'était un peu la pression. Et puis je m'étais énormément préparée mentalement pour cette conférence-là. Parce qu'elle arrivait à un moment, etc. de ma vie. C'était la première fois que je donnais une conférence en mon nom, alors que d'habitude, je donnais des conférences au nom de causes et d'associations. Et ça m'avait beaucoup animée, bouleversée. Et c'était trop drôle parce qu'à la fin de la conférence, du coup, il y avait une personne qui avait été complètement, enfin qui était restée discuter avec moi 1 heure après la conférence. On a été boire des verres, philosopher sur la vie, creuser, me poser plein de questions, c'était passionnant. Et une autre personne qui m'avait dit mais c'est vraiment n'importe quoi ce que t'as partagé, c'était pas du tout professionnel et tout. Et du coup, bah, j'aurais pu me sentir complètement perchée parce que me faire ma star parce que y a d'un côté un mec qui m'avait dit que c'était super et j'aurais pu complètement fondre en larmes et en doute parce que l'autre personne m'avait critiqué. Mais en fait, c'est ça aussi d'avoir confiance en soi et en ses propos, c'est que qu'on me dise c'est super ou qu'on me dise c'est de la merde, en fait, ça reste ton avis. Moi, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que moi j'ai envie de proposer et d'être à l'aise avec ça. Et ce qui est super intéressant sur cette anecdote, c'est qu'au final, j'ai pu questionner la personne qui avait critiqué mon intervention, tout à fait alignée, je suis super fière de ça, et de lui dire, bah, ok, mais qu'est-ce qui t'a pas plu? Ouais, je sais pas, les slides, tu les passais pas dans le bon sens. Effectivement, franchement, j'avais merdé sur les slides parce que j'avais la télécommande dans une main, et mes notes dans l'autre, et le micro dans une troisième main, je ne sais pas laquelle. Donc effectivement, ça avait été un peu compliqué. Je n'avais pas assez bien visualisé cette partie technique-là, semble-t-il. Mais c'était rigolo. Et du coup, j'ai assumé en fait l'imperfection en disant bon, bah, c'est pas grave, je vais zapper comme ça et machin. Et ça avait donné un côté hyper drôle où j'ai eu des retours de mais c'est presque un one-woman show ton truc et tout. Et en même temps, lui, il s'est rendu compte par lui-même qu'en fait, je m'autorisais à faire des choses qu'il ne s'autorisait pas à faire mais qu'il aimerait faire, ce qu'on appelle l'ombre en psychologie, et que du coup, c'était venu vraiment le toucher là où lui-même avait besoin de travailler. Et lui-même m'a dit en me quittant, bah tu sais quoi, t'as raison, enfin même pas t'as raison, parce que c'était lui qui était venu à cette conclusion, bah je vais travailler là-dessus. Et là, je me suis dit, waouh quoi, non mais l'impact de la conférence, c'est-à-dire de réussir à faire changer les gens par même des choses désagréables qu'ils ont ressenties pendant une conférence, mais là j'ai tout gagné quoi. Donc voilà, de réussir à prendre cette distance par rapport au regard des autres et ne pas prendre les retours des uns et des autres comme argent comptant. Une bonne pratique, cela dit, c'est de vraiment aller demander des retours. C'est vraiment important, ce qui demande aussi d'être soi-même prêt et prête à les recevoir, mais de vraiment aller demander des retours en mettant un cadre. Voilà, j'aimerais des retours bienveillants et constructifs, nanani nananou, à des gens avec lesquels on se sent en confiance et c'est juste, et de les prendre comme leurs avis, de ne pas le prendre comme argent comptant et de pouvoir voilà, ensuite leur demander à la fois qu'est-ce que j'ai bien fait pour pouvoir s'appuyer sur ses forces et en même temps qu'est-ce que tu me conseillerais de travailler pour que ce soit encore mieux la prochaine fois, et surtout de demander plus de force que de pistes d'amélioration, parce qu'on sait comment le cerveau fonctionne, il a un biais de négativité. Donc on peut te dire 10 compliments et une critique, tu vas retenir la critique, c'est comme ça qu'on est plugué. Donc du coup, surtout avoir demandé plus de force que de pistes d'amélioration, c'est important. On n'a pas été élevé comme ça, on a été élevé à souligner en rouge les erreurs, mais pédagogiquement, hein, on est d'accord Jérôme, c'est important de pouvoir se focaliser sur le positif, parce que plus on a confiance en ses forces, plus on se sent capable de faire mieux en fait, et plus on s'aime suffisamment pour avoir envie de s'améliorer. Donc hop, à reparamétrer un petit peu dans ce sens-là. Donc voilà, en termes à éviter de prendre trop à cœur le regard des autres, et en bonne pratique, savoir prendre de la distance et savoir bien tirer le positif des retours qu'on peut recevoir sur nos prestations. C'est super, super anecdote, merci pour ton partage. Et ça fait penser, on est vraiment dans le cas de la libération de la peur du jugement en fait. C'est qu'avec cette posture d'esprit, ce mindset que tu t'es fixé, c'est que en fait tu t'es libéré de cette peur du jugement qui peut du coup bloquer à oser prendre la parole.
Mais j'imagine que est-ce que c'est quelque chose qui est naturel chez toi ou que tu as réussi à construire petit à petit ce détachement du jugement des autres? Ah. Je pense qu'il y a une partie qui est naturelle et il y a une partie qui est extrêmement travaillée. Euh, en fait, je pense qu'au naturel, je suis quand même quelqu'un d'assez, je sais pas comment on dit, mais je suis pas un mouton. Je sais plus comment on dit dans l'inverse, mais par exemple, Rebelle? Tu as un côté rebelle? je suis pas rebelle, mais je veux pas faire comme tout le monde, tu Tu es un vois. électron Je, libre. je te donne un exemple. Par Ok. exemple, en ce moment, on est en période de mesures sanitaires Covid. Ça m'arrive d'être la seule à porter le masque à des cours de chant ou des cours d'autres. Et en fait, je suis la seule à décider de porter le masque, ce qui n'est pas forcément évident d'être la seule qui va à contre-courant, mais je me rappelle pourquoi je le fais, pourquoi c'est important pour moi. J'essaye aussi d'être respectueuse du choix des autres et d'affirmer mes choix et d'être respectée dans mes choix. Mais ça ne veut pas dire que ça a été facile, notamment la première fois où ça n'a pas été facile. Mais voilà, c'est un peu cette idée de je, je ne suis pas conformiste, dans le sens où c'est pas parce que tout le monde va faire quelque chose que je vais suivre, mais je vais vraiment être droite dans mes bottes par rapport à mes valeurs et par rapport à mes besoins. Ça clairement, je suis hyper heureuse que mon éducation m'ait apporté ça, vraiment. Et parce que c'est quelque chose d'hyper important, même historiquement, c'est hyper important pour moi de ne pas faire comme tout le monde enfin, voilà, sur des questions d'extermination et autres. Moi, c'est des choses où je me dis, mais non, j'aurais pas pu, moi, aller dans tous ces délires. J'aurais fait quelque chose de bien, j'aurais été une juste, mais j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de faire ce qui me semble juste à tout instant. Et en même temps, bien sûr que le regard des autres enfin, quand je vais faire des conférences, je suis souvent extrêmement stressée. Extrêmement, extrêmement stressée, alors que j'en ai fait des dizaines et des dizaines auprès de publics divers, auprès de publics, enfin, je sais pas, 1200 personnes, sur plein de sujets avec des célébrités, des machins, des trucs. Et pourtant, je suis extrêmement stressée. Et ça surprend les gens parce qu'ils disent, mais t'as l'habitude, t'as l'habitude. Et bah, c'est comme les acteurs. Ils ont beau avoir l'habitude. Ça n'empêche pas qu'avant de rentrer sur scène dans le théâtre, ils soient stressés. Alors, il y a des moments où je suis plus stressée que d'autres. Là, par exemple, je suis pas stressée. Il y a des configurations dans lesquelles je suis plus à l'aise, d'autres moins. Je suis très à l'aise dans les questions-réponses, par exemple, en ligne notamment. Et je sais que là, en ce moment, avant le Covid, ce qui me challengeait, c'était les panels d'intervenants. Donc, quand c'était plusieurs intervenants sur le même sujet, et donc j'avais tendance à me comparer, à me dévaloriser, à me dire que les autres allaient dire des trucs plus intéressants. Et donc, ça, c'est le sujet sur lequel j'essaye de bien m'apporter de l'amour par rapport à ça, de la compréhension, et de croire en moi, et de croire en ma singularité, et de croire que chacune a des choses à dire. Et voilà, donc moi j'ai souvent des croyances limitantes au niveau de je suis pas intéressante, ce que je sais tout le monde le sait, etc. Et j'ai fait un très long chemin, très 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 long chemin que je partage dans le livre d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important pour moi. Et en même temps, j'ai encore un très très long chemin devant moi. Je suis moi-même coachée en prise de parole par Régis Pradal du collectif Panache. Voilà, c'est vraiment un beau chemin et je pense que c'est un peu, c'est un peu comme chercher sa voie, pour moi, c'est l'affaire d'une vie. De la même façon que savoir s'exprimer, c'est aussi quelque chose qu'on peut améliorer toute sa vie, quoi. Donc, Comme sa voix VOIX? n'est-ce pas? Ouais, chercher sa voix VOIE, chercher sa voix VOI. Et depuis, et surtout pendant l'écriture du livre, c'est des réflexions que j'ai eues, mais comment les deux s'articulent, pourquoi les deux sont aussi importants, mais voilà, c'est se connaître, c'est s'aimer et c'est se communiquer tel qu'on est, et assumer qui on est, assumer ses imperfections et assumer sa vulnérabilité devant le regard des autres. En fait, je pense que ça demande parfois du courage
et qu'il y a des personnalités pour qui c'est peut-être plus naturel. Par exemple, mon co-auteur Laurent, pour lui, il n'y a pas tous ces... On a eu des personnalités extrêmement complémentaires sur le livre, c'est assez incroyable. Et en fait, on a deux approches complètement différentes de la prise de parole. Il n'a pas tous ces stress, il n'a pas tous ces questionnements de dev perso ou de philosophie, de machin. Donc, on ne part pas tous avec le même positionnement, avec les mêmes choses à régler, avec les mêmes potentiels aussi, avec les mêmes, etc. Mais peu importe, en fait, on a chacun quelque chose à apporter, chaque voix compte. Et ça, c'est super important quand moi, je doute de est-ce que c'est intéressant que je dise ça ou machin. Mais en fait, chaque voix compte, donc la mienne compte, en fait. Et si je dis quelque chose qui n'intéresse pas quelqu'un, ça concerne cette personne-là. Mais si pour pas que ce soit pas intéressant pour cette personne, j'empêche toutes ces personnes-là de pas avoir accès à ça, à quoi bon? Il y a cette phrase qui m'a bien inspirée lors d'une série de conférences très très intéressantes à laquelle j'avais été, c'est n'attends pas d'être parfaite pour pouvoir partager au monde tout ce que tu as déjà à partager, en fait. Et ça m'aide en fait de me dire, ne sois pas égoïste, en fait. Il y a un peu de ça, il y a j'ai peur de ce que les autres vont penser, et si ce que je dis c'est pas intéressant. Donc en fait, c'est assez centré sur moi et sur mes peurs, et c'est ok. Mais du coup, dès que je me décentre de moi et de me dire, mais pense à ce que ça pourrait apporter à d'autres, pense s'il y a une seule personne que ça aide et que tu le fais pas. Tu vois, et donc, dès que je décentre de moi et mes inquiétudes et mon ego et mes peurs, et que je me dis, mais imagine tout ce que ça pourrait, si ça apporte à une personne, à plusieurs personnes, ça vaut carrément le coup. Donc, fais pas ton égoïste, partage. Et puis, prends ce risque-là. Et puis, au pire quoi. Et ça aide aussi d'imaginer le pire scénario parce que souvent, on se rend compte que le pire scénario, il est souvent dans sa tête, mais il n'est pas complètement réaliste. Et surtout, une fois qu'on sait de quoi on a peur, on peut s'en prémunir. Waouh, excellent, c'était super. Moi, je trouve ça vraiment inspirant. Donc, merci pour ce partage. Donc, à la fois la prise de parole en public, enfin la prise de parole tout court, c'est un levier de développement personnel. Donc, on va mieux Ouais. se connaître, on peut aussi se dépasser, on peut sortir de sa zone de confort, etc. Et, euh, et comme tu dis, pour certaines personnes, ça peut être très naturel, donc pas forcément une sortie de zone de confort. Pour d'autres, ça peut être un vrai challenge. Et par exemple, pour moi, voilà, chacun a sa vision ou sa philosophie de la prise de parole en public. Pour moi, c'est devenu un jeu et une performance, en fait, comme pour un sport. Et pour devenir performant, eh bien, je m'entraîne et j'ai envie de progresser, j'ai envie d'évoluer. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois aussi dans cette dimension de la prise de parole en public? Et est-ce que, par exemple, tu as mis des choses en place pour toi aussi pouvoir progresser, évoluer dans cette discipline? Trop bien. Moi, je te rejoins tout à fait quand j'ai beaucoup ce growing mindset. Tu vois, on parle beaucoup de growing mindset. C'est toute une théorisation et moi, je suis vraiment comme ça, même à l'extrême. Donc, c'est aussi à bien calmer, mais cette envie de m'améliorer, d'évoluer, d'apprendre, etc., que j'ai besoin parfois d'équilibrer avec une énergie plus yin, plus douce, plus féminine. Non, mais chill, tu peux aussi juste te reposer et juste être. Et pas faire et même améliorer, etc. Être dans l'instant présent et profiter de l'instant présent sans être tout le temps à préparer la suite aussi. Donc, mais j'aime beaucoup cet esprit de growing mindset, de s'améliorer. Qu'est-ce que je peux faire, moi, ou conseiller? Pour les entrepreneurs ou pour les porteurs de projets, pour des personnes qui peuvent avoir envie de parler de projet, c'est de parler de son projet le plus régulièrement possible. Par exemple, une fois par semaine, s'assurer de parler de son projet à quelqu'un et de se challenger un peu en essayant d'en parler différemment à chaque fois. Ça peut être rigolo et en fonction notamment de son interlocuteur ou de son interlocutrice. Moi, ça me le fait beaucoup. Au-delà de pitcher son projet, ça peut être aussi se pitcher soi, pitcher son parcours. Moi, je sais que c'est souvent une question qui me plaît et qui me déstabilise, la question de est-ce que tu peux te présenter, quel est ton parcours, et souvent j'essaye voilà, à la fois de m'appuyer sur les étapes fortes et en même temps d'essayer de passer par d'autres chemins, d'expliquer différemment, donc que ce soit pour se présenter soi ou pour présenter ses projets, son parcours, de ne pas hésiter à le faire régulièrement pour s'entraîner, comme tu dis, c'est de la pratique. Et puis de tester d'autres façons de faire. Comme ça nous permet ensuite de faire le bilan. Et vous l'aurez compris, pour moi, un bon bilan, c'est d'abord regarder ce qu'on a bien fait
pour pouvoir s'appuyer sur ses forces et avoir confiance qu'on peut faire encore mieux. Et ensuite de regarder, OK, la prochaine fois, quel est le point d'amélioration sur lequel je veux faire ma prise de parole, mon pitch ou voilà, peu importe. Et donc, du coup, la prochaine fois, peut-être de se focaliser sur mon message clé, mon travail clé, ça va être sur cet axe-là. Et dans la pratique, moi, ce que je fais, juste avant le Covid, je m'étais dit, OK, je fais une conférence par mois, comme ça, je dépasse tous mes freins et ensuite, je suis capable de tout et je suis plus peur et je me rends pas malade avant les conférences. J'en ai fait une en janvier et puis celles d'après ont été annulées avec le Covid. Mais ce que j'ai fait, c'est que je fais des lives Instagram et c'est super facile pour moi. Alors, rien à voir avec les conférences, des panels et machins. Super facile. Je me rends compte qu'en fait, je me sens beaucoup plus libre, que je peux inviter des gens, être en mode question-réponse, etc. Donc, en fait, voilà, et les interviews comme ça. Voilà. Donc, c'est de me garder dans mon agenda des créneaux pour des formats qui, moi, me parlent de prise de parole plus que d'autres. Moi, j'adore le format comme ça, questions-réponses, rencontres, croiser des regards. J'aime beaucoup faire des interviews, moi aussi. Donc, voilà, garder, en fait, me questionner sur c'est quoi, moi, mon style d'oratrice. Et donc, toi qui nous regardes, c'est quoi, toi, ton style d'orateur ou d'oratrice? Quels formats te conviennent? Voilà, et d'aller chercher, voilà, c'est quoi les formats qui te conviennent? Et c'est quoi les formats que tu as envie de travailler? Parce que parfois, je me dis, mais si ça me met dans un état pareil, les conférences, pourquoi est-ce que je continue? Arrête, lâche prise, laisse-toi tranquille un peu. Il y a des moments où je me laisse tranquille. Il y a d'autres moments où je n'ai pas envie de me laisser dominer par mes peurs, par mes croyances, et où pour moi, c'est un terrain d'exploration pour dépasser mes peurs, dépasser mes croyances, et que ce soit utile dans plein d'autres domaines après. Donc, se demander, quel est ton style d'orateur? Comment tu as envie de le traduire dans la pratique et de faire des petits pas comme ça régulièrement. OK, la prochaine fois, j'ai envie de pitcher mon parcours un peu différemment, peut-être sur la question de l'évolution ou peut-être autour de la question de la prise de parole ou peut-être, voilà. Et de faire des petits pas par petits pas et potentiellement, pour celles et ceux qui auraient envie d'aller à l'étape supérieure, c'est effectivement de créer une routine, en fait, une routine pour s'assurer de prendre la parole régulièrement. Et donc, par exemple, moi, c'est de réserver un créneau pour des interviews ou des lives Instagram, par exemple. Merci pour ce pont parce que, en fait, à chaque fois, pour conclure une interview, parce que j'aimerais encore qu'on parle pendant des heures sur ce sujet passionnant, mais on arrive à la fin de cette interview et on termine toujours par cette fameuse question. Est-ce que tu as justement une routine ou une habitude que tu as mise en place et que tu aimerais peut-être partager aux personnes? Donc là, je sais que tu as déjà t'as déjà dévoilé 2 morceaux. Tu as parlé de visualisation. Tu visualises ta journée la veille. Et là, tu disais que tu réserves un créneau pour une interview. Donc, c'est quoi? C'est tous les jours? Non. Ok. non, c'est une fois par semaine. Ok. Ouais, il y va en termes d'engagement. Interview par jour. Non, pas une interview par jour, une par semaine. Bon, aujourd'hui, j'en ai 3. Mais parce que j'avais envie justement d'une journée dans la même énergie et je suis contente de ça. J'ai beaucoup de routines. Après, je pense, quand tu me parles de routine, je pense beaucoup aux routines matinales, du coup. Donc, effectivement, j'ai parlé de la visualisation. J'ai eu des routines très, très longtemps, très structurées, qui m'ont énormément aidée, où je faisais tous les lifesavers, donc silence pour méditation, savers A pour affirmation sur les croyances, V pour visualisation, E pour exercise, pour le sport, R pour reading et S pour scribing, donc l'écriture libre. Donc je faisais quasiment tout. Et ça m'a beaucoup servi pendant longtemps. Et puis après, je me suis rendu compte, et c'est important, que parfois on peut être prisonnier, on peut être son propre geôlier en fait, par le cadre qu'on se met. Et donc là, je suis plutôt dans une phase de prototypage de nouvelles routines où justement j'essaye d'être beaucoup plus light et je m'en tiens à ma visualisation la veille au soir. Ça, je trouve ça important. Et moi, je trouve beaucoup de plaisir à écrire de façon libre. Justement, la source vient au fait que quand j'ai eu besoin
d'écrire le livre sur la prise de parole, j'étais incapable de pondre le moindre mot, puisque j'étais en auto-sabotage, auto-censure tout le temps. Et j'avais besoin de rendre le livre 2 mois après à l'éditeur, je n'avais pas une ligne. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais écris librement. Et donc, j'ai écrit librement, sans pression de valeur, de productivité, d'intérêt, etc. Et depuis, en fait, j'ai écrit 1 à 2 heures par jour pendant 2 ans. Et là, je garde toujours un petit créneau de 10-30 minutes pour pouvoir écrire, soit sur ce que je veux, soit sur des blocages pour vider ma charge mentale, etc. Et voilà, il y a la petite pratique des 3 pages par jour qui permet vraiment de vider l'inconscient après la nuit, de pouvoir vraiment caper sur, se donner un cap sur ses objectifs de la journée, ses 3 priorités, etc. Donc, ces 3 fiertés du jour, ces 3 réussites. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais voilà, si je keep it light, si je le garde léger, 3 fiertés par jour, pour moi, c'est hyper important pour construire cet état d'esprit justement de je suis capable et j'y vais. Visualiser ce qu'on a envie de voir se manifester dans sa vie, je trouve ça aussi très important. Et moi, j'ai un bullet journal, donc un carnet que j'utilise pour suivre un peu mes objectifs annuels, trimestriels, mensuels, hebdomadaires. Et du coup, je passe aussi toujours, chaque jour, un peu de temps pour me recadrer sur où est-ce que je vais, c'est quoi mes priorités. Et comme ça, le reste de la journée est beaucoup plus fluide par la suite. Super. Merci beaucoup, Rebecca. Je pense que c'est une très belle manière de conclure cette interview. Donc, merci pour ton partage. Donc, Rebecca qui est l'auteur de 10 étapes pour prendre la parole en public. Donc, du coup, on peut trouver ça assez facilement sur Amazon, sur la Fnac aussi peut-être. Donc, voilà. De toute façon, on met le lien. Vous avez le livre, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir le trouver si vous souhaitez. Tout à fait. Ouais, il est sur la Fnac également. Et je fais un coucou à mon co-auteur Laurent Trèfle qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui vous passe le bonjour et qui vous souhaite et qui vous souhaite aussi de pouvoir trouver des clés dans ce livre. Et puis, comme on l'a dit, il y a Trouver sa voie VOIE, mais il y a aussi Trouver sa voie VOIX. Et c'est vrai que dans mon approche, j'essaie de concilier un petit peu les deux, se connaître, se faire connaître. Et donc, pour celles et ceux qui nous regardent et qui aimeraient en savoir plus, ne pas hésiter à s'inscrire à ma newsletter où je partage beaucoup de tips, beaucoup d'exercices, beaucoup de partage d'expériences sur ce sujet et où j'offre un petit cadeau de bienvenue en arrivant qui permet d'avoir des clés justement pour retrouver du sens, de la confiance et de la liberté dans son job ou dans sa prochaine étape professionnelle ou entrepreneuriale. Donc, c'est sur mon site www.rebeccasfetch.com. Peut-être qu'on pourra mettre le lien pour celles et ceux qui seraient curieux d'aller faire un petit tour. Ça marche. Merci Rebecca. Et pour les personnes qui veulent en savoir plus aussi sur ce qu'on fait, parce que là, vous êtes sur lesintelligences.com, vous pouvez retrouver pratiquement, je crois qu'aujourd'hui, on arrive à 200 interviews de ce type, donc des synthèses de livres. Donc, merci pour avoir contribué, du coup, Rebecca, à notre bibliothèque. Commence à être bien chargé. Avec grand plaisir. Et à la prochaine. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi et à bientôt tout le monde. Merci, bye bye. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.